Bonjour à tous, bienvenue sur Bidon Collé. On se retrouve aujourd'hui pour une de nos traditionnelles previews. On est en pleine période des previews pour le moment et aujourd'hui on prend l'avion, on change de continent, on part en Australie pour l'équipe Jayco. Et aujourd'hui pour vous parler de l'équipe Jayco, je suis avec Oscar. Comment tu vas? Ça va super, je suis très content de parler de l'équipe Jayco, une équipe avec un maillot atypique. On sait que c'est un maillot qui est très apprécié au sein des fans, dans le peloton professionnel même, donc c'est toujours un plaisir de parler de cette équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de l'année de cette équipe et quelle note tu leur mets? Moi je vais leur mettre la note de 6,5 sur 10. Alors ça me paraît pas très difficile parce que selon moi la saison n'était pas réussie. Cependant, ils ont quand même de belles victoires en World Tour. Ils gagnent sur le Giro à 2 étapes. Ils gagnent sur le Tour. Ça sauve un peu leur Tour de France avec O'Connor qui vient chercher une très timide 11e place au général. Voilà, pour moi, j'en ai pas vu assez pour une équipe qu'on voit au plus haut niveau depuis 2012 avec Orica Green Edge au départ. Voilà, je suis assez déçu, même si c'est une équipe que j'adore, que je trouve, je vais encore réutiliser mon mot préféré, mais que je trouve sexy, en dehors du maillot, de la manière de courir, des beaux coureurs qui sont, j'ai toujours été assez fan d'un Matthews par exemple, de sa manière de courir. Donc voilà, 6,5 parce que c'était une saison pour moi inachevée, malgré quand même quelques coups d'éclat qui leur permettent d'être présents au World Tour. Ils gagnent aussi une belle classique World Tour avec Mauro Schmitz en Australie début de saison, la Cadel Evans. Donc voilà, il y a eu Francfort aussi, la classique de Francfort qui remporte. Avec Matthews, ouais. Donc voilà, moi dans l'ensemble, c'est pour ça que je mets 6,5 parce que j'ai trouvé ça inachevé. Malgré tout, ils sauvent quand même un peu les meubles. Et toi, du coup? Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse. Je vais être encore un peu plus sévère parce que je trouve que c'est une équipe qui historiquement a vraiment des très bons résultats, des très bons coureurs. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, la majorité des résultats, la majorité des points UCI reposent sur un seul homme. C'est un Michael Matthews vieillissant qui a aujourd'hui plus de 35 ans, je pense. Donc ça devient quand même compliqué de compter que sur lui au niveau de la régularité. Tu l'as dit, il y a des victoires sur les grands tours avec O'Connor au Tour de France, au col de la Lose. Chris Harper qui gagne l'étape Rennes au Giro, donc c'était aussi un très bon moment. L'étape du col de Finestré qui était peut-être l'une des plus belles courses de la saison. Il y a également Luc Plapp qui s'impose aussi au Giro. Mais au final, il n'y a pas de top 10 sur les grands tours. Tu l'as dit, O'Connor 11e au tour, mais c'est insuffisant pour une équipe qui a quand même de bons grimpeurs. Mais bon, quand même de la régularité. Matthews fait 4 à San Remo, 5 à l'Amstel. Donc ça montre qu'ils peuvent être là au rendez-vous. Et puis on y reviendra, une révélation quand même, Paul Dobel, qui dans des courses un peu plus mineures, je vais dire, a quand même su briller. Mais en général, au niveau World Tour, ça reste pour moi insuffisant en tout cas. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on a plus ou moins des avis. Voilà, tu as été un petit peu plus dur, mais c'est parce que c'est difficile des fois d'être le plus partial possible. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vraiment une équipe, moi, que j'aime vraiment bien. Mais du coup, pour parler encore un peu de ceux qui partent, on va parler des transferts, si tu es d'accord. Et avec les transferts sortants, et il y a de la qualité, et il y a surtout de la qualité, j'ai envie de dire, dans tous les secteurs. On a beaucoup de sprinteurs qui partent, on en parlera, mais aussi des grimpeurs, aussi des stars finalement de l'équipe qui quittent un peu cette équipe. Donc voilà, on va commencer. Je te propose avec Dylan Groenewegen, qui selon moi est quand même un des gros transferts, même si c'est plus le Dylan Groenewegen qu'on a connu en gagnant 10-15 sprints par an. C'est quand même des victoires, c'est quand même un gars d'expérience, même s'il n'était pas dans sa meilleure année. Il gagne en Slovénie uniquement, je pense, 2 étapes cette saison. Mais donc je pense que c'est pour moi là une des plus grosses pertes en tout cas, franchement. Oui, Groenewegen, ok, c'était pas sa meilleure saison, mais faut pas oublier qu'il y a deux années, il gagne encore au Tour de France une étape. Ça reste un sprinter de référence qui a un énorme palmarès, donc c'est quand même dommage de le laisser partir. Après, c'est un départ qui est assez logique, j'ai envie de dire, partir chez Unibet pour un coureur néerlandais. C'est un peu dans la continuité, on va pas se le cacher, il est quand même sur le déclin aussi. Donc c'est un transfert qui est logique, mais une grosse perte pour Jayco, qui pour moi il perd au change. On en reparlera avec Ackermann qui arrive pour le remplacer. Oui, c'est sûr. Je pense aussi que c'est peut-être aussi une question de budget de ne pas le garder. Parce que l'équipe a eu peut-être quelques difficultés à même trouver une licence pour cette saison 2026 qui arrive. Donc on peut supposer quand même des problèmes de budget. Et je pense que ça se ressent, j'ai l'impression que ça se ressent dans ces transferts. Parce que Dylan Groenewegen, avec la carrière qu'il a déjà derrière lui, je pense que ça ne doit pas être un petit salaire qu'il doit avoir. Surtout que l'année d'avant, ils ont quand même été chercher un O'Connor qui venait de faire une saison extraordinaire aussi chez AG2R. Donc je pense que tout ça a joué. Pour le coureur, je pense que c'est bien de partir chez Unibet parce qu'il part dans un projet
En plus, à la maison, il va pouvoir parler sa langue Ouais. natale. Donc, je pense que psychologiquement, être relancé quand tu as déjà un certain âge, entre guillemets, une certaine expérience dans le cyclisme et que tu es plus proche de la fin que du début de ta carrière, je trouve que pour le coureur, c'est pas mal. Et sinon, ouais, pour Jayco, c'est une grosse perte. Surtout qu'il n'est pas le seul sprinter ou Ouais. le gars qui va vite qui part. Il y a aussi Walscheid qui part chez Ouais. Trek. Max Walscheid, c'est quand même aussi une grosse perte. Il n'y a pas 40 cartes au niveau des sprints chez Jayco. Donc laisser partir Walscheid, qui est quand même un profil typé sprinter quand on voit son gabarit. Il part chez Lidl Trek, donc c'est quand même une grosse perte aussi pour le futur train de Pascal Ackermann. Je pense qu'il sera par contre essentiel chez Lidl Trek dans le train de Milan. C'était Consoni, son poisson pilote jusqu'ici. Et Consoni, c'est quand même pas le même gabarit que Milan. Je pense que c'est intéressant pour eux d'avoir un profil comme Walscheid qui serait vraiment de la même corpulence que Jonathan Milan. Mais par contre, pour l'équipe Jayco, pour rester là-dessus, c'est quand même une grosse perte, même si sa saison n'était pas de haut rang. On va pas se le cacher quand même. Ouais, c'est sûr. Et puis, comme tu le dis, c'est un gars au niveau des poissons pilotes. Je pense qu'il est dans les meilleurs poissons pilotes du monde aussi. Il a presque toujours été poisson pilote, même s'il jouait de temps en temps sa carte à l'époque chez NTT, je crois. Mais sinon, c'est quand même, pour moi, aussi important que Groenewegen parce que si on va venir chercher un Ackermann, on n'aura plus, entre guillemets, qu'une seule carte au sprint, en tout cas, vraie carte de pur sprinter. Ben, on le voit aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un train. Et on a beau être le meilleur sprinter du monde, quand on n'a pas des gars avec lui, quand on doit déjà faire des efforts avant les derniers kilomètres, ben, souvent on est trop juste, on a beau être le meilleur du monde. Donc, un poisson pilote, ça fait quand même énormément la différence, surtout aujourd'hui. Et je pense que la perte est immense parce que je vois pas vraiment qui pourrait remplacer Walscheid dans les arrivées en fait. Ouais, on y reviendra après sur les arrivées, Ouais. mais il y a aussi d'autres grosses pertes au niveau des transferts Ouais. sortants. Là, plutôt au niveau des grimpeurs, je Mhm. propose de parler de Chris Harper notamment, qui part, tout comme Eddie Dunbar chez Q36.5. Donc, c'est des profils qui marchaient bien hein, quand on regarde les coureurs qui scorent dans l'équipe. C'est quand même des profils qui avaient des cartes importantes à jouer dans l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de ces départs? De pertes énormes, de gars qui étaient là en plus, qui représentaient un peu l'équipe et qui avaient un peu la culture de cette équipe Jayco. Pour moi, Dunbar et Harper ont vraiment c'est des gars qui vont aller marquer des points, qui n'ont pas vraiment besoin d'équipiers, qui vont aller dans les échappées, gagner des étapes de montagne difficiles. Harper, je pense qu'avec son gabarit, il n'y en a pas beaucoup qui grimpent aussi bien que lui Ouais. dans le Proto World Tour. Et surtout, je sais pas que j'en parle souvent dans les vidéos, mais c'est des gars qui ont depuis des années le niveau World Tour. Et ça peut paraître con, mais on a toujours vu des gars, si je prends dans un autre contexte totalement, mais Jacob Maresco qui a toujours gagné énormément en dessous du World Tour, mais qui a toujours eu difficile de scorer en World Tour. Mais ça, c'est des gars qui savent faire la différence au World Tour, qui ont l'expérience et qui savent sur des grandes courses, sur les plus grosses courses du monde, ben, scorer, aller chercher les points, montrer le maillot. Et c'est hyper important pour une équipe de ne pas spécialement avoir besoin d'avoir 5 mecs autour d'un sprinter ou autour d'un gars pour le général, mais d'avoir des gars comme ça qui vont scorer, qui vont à l'avant. Et pour moi, ils incarnaient vraiment ces grimpeurs qui vont à l'avant et qui savent scorer. Pour moi, je suis vraiment déçu de les voir partir, surtout Eddie Dunbar, parce que c'est un gars que Ouais. j'ai toujours apprécié, donc assez déçu à ce niveau-là. C'est des gars qui roulent aussi au panache. Hein. Ouais. On pense à la Totalement. victoire, je pense que c'était à la Vuelta l'année dernière de Dunbar, pardon. Ouais, 2024. Il part vraiment un boulet de canon et c'était pas forcément une étape qui lui convenait non plus à merveille. Mais c'est des coureurs qui osent. Et ça, c'est important dans les équipes d'avoir des coureurs comme ça. Et aussi pour la montagne, aider Ben O'Connor. Qu'est-ce qui va rester finalement comme coéquipier dans la montagne? Moi, je me pose la question. Quand on voit aussi, on peut enchaîner là-dessus. Filippo Zana qui part chez Quick-Step, c'est là aussi une grosse perte au niveau de la montagne et des coureurs qui osent aussi des coups de panache. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert? Ouais, mais encore une fois, perte énorme, avec un profil plus ou moins semblable, même si lui, c'est encore plus un gars qui est allé à l'avant. Et on l'a vu, il a quand même pris une dimension depuis sa victoire sur le Giro, je pense, en 23. Et en fait, c'est quand même un gars qui aussi va scorer. Et j'ai l'impression, quand il est bien mentalement, par exemple, si on le voit sur un grand tour, on le verra 10 fois. S'il est bien, j'ai l'impression, on va voir du Zana à l'avant régulièrement. Et on les compte de plus en plus, mais encore une perte en montagne. Comme tu le dis, encore une perte pour O'Connor. Donc c'est marrant, mais on a parlé des pertes pour le sprint, que ça va être difficile à combler. Des pertes pour la montagne, ça commence à faire beaucoup. Ouais, trop. Surtout qu'on a été un petit peu sur la note de 2025, entre guillemets un peu sévère.
Le but, c'est que ça s'arrange. Le but, c'est de se maintenir au World Tour et d'être les meilleurs. Donc je pense que, je me répète, mais je pense que le budget, encore une fois, est passé par là. Ok. Et donc, selon toi, tu penses que ça va suffire pour rester en World Tour? Franchement, c'est une question très très difficile. On y répondra, on essaiera d'y répondre Oui. à la fin de la vidéo dans la prédiction pour 2026. Mais pour moi, ça va être difficile. Cette année, ils font 16e au classement UCI de 2025. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont au-dessus. Quand on voit une équipe Israël, Bahreïn, pour moi, c'est des équipes, ils doivent être à ce niveau-là parce que c'est pas les plus grosses des World Tour, mais c'est quand même des équipes au niveau World Tour qui sont là depuis des années et qui se doivent de se maintenir à un certain niveau. Et là, ils sont vraiment entre les petites équipes qui jouent entre le Pro Tour et le World Tour ou les équipes qui montent et les World Tour qui arrivent à se maintenir sans être dans les 3-4 top teams. Donc, ils sont vraiment entre deux pelotons. Il ne faudrait pas qu'ils aillent dans le peloton en dessous, même si je pense que ça pourrait malheureusement être le cas. Mais donc, je pense qu'il va falloir en tout cas se battre pour se maintenir, c'est sûr et certain. Ouais. Et pour revenir sur Filippo Zana, je trouve que par contre que c'est un transfert intéressant pour Quick-Step parce que je le vois un peu dans le même style qu'un Valentin Paré-Peintre allait jouer des étapes, des chasseurs d'étapes. On sait que Remco Evenepoel est parti de cette équipe, donc c'est intéressant de se renforcer avec des coureurs de tout type et qui peuvent aller chercher la victoire. Ouais, encore un grimpeur, et cette fois-ci un des meilleurs équipiers du peloton, j'ai l'impression, Alessandro De Marchi, qui lui prend sa retraite. Donc Ouais, je pense il que... sera DS dans l'équipe, donc on a vu une petite vidéo en communication de l'équipe Jayco où c'était assez rigolo. D'ailleurs, il passait directement du vélo à la voiture. Et donc, à 39 ans, je pense qu'il était temps. Dernière saison compliquée, une dizaine de DNF cette saison. C'est normal à 39 ans aussi. L'avantage, c'est qu'il mettra toujours son expérience pour l'équipe. Voilà. Donc, allez, finalement, c'est quelque chose de positif. Il part pas autre part. Il reste Voilà. dans la maison. Donc, voilà. Et c'est un coureur quand même qu'on peut aussi saluer sa carrière. Ouais. Et il est là depuis des années. Il est passé par BMC. Il est passé par Israël. Il est passé par Liquigas à l'époque. Ouais, notamment CCC aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une carrière immense, une expérience immense. Plus de 15 ans professionnel. Plus de 15 ans professionnel, donc je pense qu'il aura vraiment quelque chose à apporter au niveau des stratégies de course et comment faire aussi pour se sauver en World Tour, ce qui est quand même la question principale de cette équipe, au budget pour moi pas suffisant par rapport à son histoire. Pour moi cette équipe doit figurer toujours dans le top 10 chaque année au classement inter-équipe. Et donc là, ça va être compliqué. Et je me demande si le budget est la seule raison, finalement, de ce déclin. Ouais, surtout que on va pas refaire les années précédentes, mais l'année d'avant, on perd déjà un Simon Yates, on perd déjà un Caleb Ewan, notamment des gars qui scorent, des gars qui, on le voit, avec Simon Yates, on marqué des points énormes cette saison, on en a cherché un Giro, donc finalement, on perd depuis 2 ans des gars qui scorent, des stars de l'équipe, sans pour autant avoir des transferts rentrants qui comblent ces départs en fait. Ouais, tout à fait. Je sais pas s'il y a encore un coureur que tu aimerais bien. Non, je propose de passer au transfert entrant. Est-ce qu'on commencerait avec Pascal Ackermann, que j'ai déjà évoqué? Oui. Donc Pascal Ackermann qui est là pour remplacer Groenewegen, clairement. Pour moi, c'est un pari risqué parce que Pascal Ackermann est quand même sur le déclin depuis quelques années. Et il a une seule victoire cette année, c'était à la Classique Dunkerque. Ouais. C'est quand même une épreuve, avec tout mon respect, qui n'est pas World Tour, qui n'est pas de top niveau. Et donc, je me pose la question, et je vais te poser la question, est-ce qu'il peut scorer autant Groenewegen, même si Groenewegen n'a pas fait une bonne saison, est-ce qu'il peut être à la hauteur d'un profil comme Dylan Groenewegen? Très honnêtement, je pense que oui. Je pense que le fait de changer d'équipe, alors ça dépend pour certains coureurs. Il y a certains coureurs qui, à plus de 30 ans, vont dans une équipe et finissent un peu leur carrière, je ne vais pas dire dans l'anonymat, mais de manière en scorant un peu moins. J'ai pas l'impression que Ackermann a plus envie, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne. Alors oui, il fait pas une magnifique saison, mais autour il va chercher une ou deux 4e places quand même. Ça prouve que l'envie est encore là. D'être dans un nouveau projet, une nouvelle équipe, où là il sera le seul sprinter de cette équipe-là, et je pense que l'équipe a besoin de points, donc je pense qu'on lui donnera de la confiance, de la chance de pouvoir faire les courses qu'il aime. Après, c'est très difficile de scorer au plus haut niveau, surtout au sprint. Il faut que ça soit au millimètre. On a parlé du train. Il n'aura pas non plus un train extraordinaire. Voilà, je pense que scorer, il peut scorer. Gagner une étape sur un grand tour, je pense que ce sera compliqué. Mais je pense que si le programme est réfléchi et qu'il est en forme au bon moment, il pourrait aller gagner des courses. Voilà, il gagne
il a quand même un palmarès, il faut quand même se méfier, c'est quand même pas n'importe qui, parce Oui, qu'Alain bien sûr. Ackermann, Ouais. il gagne sur le Giro, il gagne plusieurs étapes sur pas mal de grands tours, il gagne Francfort aussi il y a quelques années, donc bon, scorer, je pense qu'il scorera, honnêtement, mais est-ce qu'il scorera assez, ça, c'est la question. Ok, donc à 31 ans, pour toi, il n'est pas encore tout à fait sur le déclin. Il a encore de quoi faire des résultats? Bah, je pense qu'il pourra faire des résultats. Ouais, le problème, c'est que, comme je le dis, au plus haut niveau, bah, à un moment donné, quand on est dépassé et qu'on a des équipes avec des trains ou même le poisson pilote serait leader dans n'importe quelle autre équipe, je pense par exemple à Philipsen quand c'est Van Der Poel qui le lance. Comment peut-on battre ce genre de duo quand on a un Ouais. Merlier avec le train qu'on peut connaître, quand on aura un Milan avec peut-être même un Pedersen Mm. pour le lancer, comment on peut battre des trains comme ça? Ça, ce sera très compliqué, mais pour moi, sur des courses, un programme bien réfléchi, sur des courses je vais pas dire de seconde zone, mais des courses où il y a peut-être Ouais. peu moins de sprinteurs, ben, je pense qu'il ne faut pas s'obstiner à dire on a Kerman, on va le faire deux grands tours. Pas forcément, je pense que c'est une équipe qui doit, sur un Tour de France notamment, mettre des gars qui vont aller à l'avant, qui vont aller chasser les étapes, essayer de jouer un général avec O'Connor, essayer de le refaire, mais pourquoi pas avoir un O'Connor sur le Giro, comme il l'a déjà fait, et peut-être même sur la Vuelta, sa meilleure saison, il n'avait pas fait le Tour de France chez AG2R, donc est-ce qu'on doit se mettre, comme beaucoup d'équipes le font, la pression pour être sur le Tour les meilleurs qu'on doit être? Alors oui, il faut se montrer, oui pour les sponsors, oui, il faut montrer le maillot, mais est-ce que c'est pas mieux de gagner deux étapes sur le Giro, une sur la Vuelta, que de tout faire pour aller sur le Tour et peut-être risquer de ne pas gagner? C'est une question que je pose. Oui, je pense que tout à fait, ils ont intérêt à essayer de viser les étapes, viser les courses inférieures, et je pense qu'ils ont un profil encore plus Mhm. intéressant qu'Ackermann pour ça. Je vais parler d'Andrea Van Ramé. Andrea Van Ramé, il nous vient donc de l'équipe Decathlon, tout comme Dries de Bonne d'ailleurs, et c'est vraiment pour moi le profil par excellence qu'il fallait recruter pour cette équipe. C'est un coureur expérimenté tout de même, et il marche vraiment, quand on regarde son Pro 5 Stats, toute l'année, il score sur des courses inférieures, mais aussi sur des courses de haut niveau. En 2024, il avait par exemple gagné une étape au Giro Ouais, en solitaire. Cette année, il a gagné une à épreuve Tirreno. à Tirreno au sprint devant Pidcock, Van Ouais. Der Poel, Filippo Ganna notamment. Mhm. Il avait profité des coups tactiques dans le final pour s'économiser et sortir au dernier moment. C'est un coureur qui est très intelligent, comme souvent chez les Italiens. Je dirais que c'est une valeur sûre, tout simplement. Bah, je suis 100% d'accord avec toi. Je ne vais pas en rajouter parce que je pense que tu as tout dit sur Vendrame. Profil hyper complet avec une pointe de vitesse extraordinaire, mais pas que, qui sait quand même passer des petites bosses, qui est hyper complet. On en parlait justement en off avant. On ne sait pas trop vraiment ce qu'il est. On ne saurait pas trop le mettre dans une case de coureur Vendrame. Donc je pense que comme tu dis, c'est un bon recrutement pour l'équipe, comme pour beaucoup d'équipes qui ont besoin de points. Je pense que c'est un gars qui tout seul peut se débrouiller et peut aller faire quelques petits coups d'éclat. Et il est là tout le temps, donc je pense que c'est important. Pour continuer sur le sprint, je propose de parler un peu d'Amaury Capio, qui nous vient de Arkea. chez Arkea, qui reste en World Tour. Qu'est-ce que tu penses d'Amaury qui arrive ici dans cette équipe australienne? Ben, je pense que c'est le seul Belge qui arrive dans l'équipe, donc c'est toujours chouette d'avoir des coureurs belges qui parviennent à rester au plus haut niveau, bon, quand on sait le destin tragique de l'équipe Arkea. Maintenant, pour Amaury Capio spécifiquement, je vais être un peu plus pessimiste quand j'analyse ses derniers résultats de ces dernières années. Ça commence à être compliqué pour lui, donc je me réjouis qu'il puisse retrouver une place dans le World Tour, mais je ne m'attends pas à de grands coups d'éclat. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, je croyais beaucoup en Amaury Capio il y a cette année ou la saison passée parce que il est quand même fort monté en puissance, surtout avec Arkea sur certaines courses où ils avaient plusieurs sprinteurs, où ils Ouais. étaient à 2-3 et ils savaient jouer des belles places et je le voyais souvent très très fort, sauf que j'ai l'impression qu'il a monté et que finalement qu'il est un peu difficile à s'imposer au plus haut niveau. Alors ça reste un coureur de très haut niveau, d'ailleurs il continue dans le World Tour, donc je pense que c'est quand même la preuve que c'est du costaud. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que pour concrétiser, ça va être un peu difficile. Après, je pense qu'il aura un rôle très important dans le Trad Ackermann. Ouais, sans doute. Surtout que c'est un coureur quand même très costaud qui a l'habitude des sprints, de se placer. Et je pense pas que ce sera un problème de se mettre à la planche pour Ackermann. Je pense que l'équipe a besoin d'un train assez Tout à fait. costaud. Donc, dans cette optique-là, je pense que c'était important de recruter un gars comme Camo Capio parce que ça permet d'avoir non seulement un gars qui peut quand même sur certaines courses aller faire des points, aller faire des sprints, et qui peut être très important dans un train pour le sprinter maison. Un autre coureur qui pourrait aider avec une petite pointe de vitesse et aussi de l'expérience, c'est Dries de Bond qui vient donc de l'équipe Decathlon. Dries de Bond, c'est un coureur que, selon moi, toute équipe
voudrait avoir. Pourtant, on sait qu'il est difficile à retrouver un contrat. Ouais. Il a d'ailleurs dû donner un petit coup de main à Carapace au Giro en espérant aller chez EF. Finalement, il a choisi Jayco. L'avenir nous dira si c'était la bonne solution. Mais en tout cas, c'est un coureur qui est vraiment fin tacticien pour sentir la bonne échappée. Et donc, c'est vraiment très intéressant de l'avoir. Et aussi, en tant qu'équipier, il pourra donner des coups de main, je pense, dans les trains, même si c'est pas vraiment sa spécialité. Ouais, puis il est infatigable. On le voit tout le temps à l'avant, un jusqu'au boutisme Oui. extrême de Dries de Bont. Je sais plus quand, il y a quelques années sur le Giro, où ils ont failli une fois ou deux aller au bout et s'en faire prendre à quelques centaines de mètres. Un peu le roi des échappées, comme tu l'as dit, qui sent toujours la bonne. Donc pour le maillot, pour l'équipe, c'est important d'avoir encore une fois un profil comme ça, même si ça comble pas les gens qui sont partis. Un gars d'expérience comme ça qui va pouvoir tout le temps jouer un rôle en fait. Soit il sera à l'avant, soit dans le peloton, il pourra tactiquement aider l'équipe, ramener les bidons, faire un gros relais à l'avant, que ce soit sur le plat, que ce soit dans des courses importantes. Donc je pense que c'est très important. Et en parlant d'équipier, de gars pour rouler, on a Alessandro Covi qui arrive de chez AE, qui arrive Ouais. de la plus grosse équipe du monde. Qu'est-ce que tu penses de Covi chez Jayco? Ben, Covey, en tout cas, si on analyse sa carrière et la suite qu'il pourrait y donner à sa carrière, il a raison de partir. Parce que il a rarement sa carte sur des épreuves de haut rang chez UAE. Par contre, il score souvent sur des plus petites courses. Et je pense que c'est intéressant comme recrutement de la part de Jayco parce qu'il sait se débrouiller seul, il sait aller chercher les points sur les plus petites courses. Maintenant, je ne vais pas dire que Covey va gagner une étape sur un grand tour parce que je ne le crois pas. Moi non plus, je pense pas qu'il va gagner sur le Grand Tour, même s'il a déjà gagné sur le Giro il y a quelques années. Mais par contre, pour l'équipe, quand on voit le nombre de grimpeurs et de coureurs de qualité qui sont partis, ben voilà, ça compte déjà un trou. C'est quand même un gars qui vient de la plus grosse équipe du monde, où il a déjà fait des grands tours dans cette équipe, des Giro notamment. Donc à 27 ans, je pense que, comme tu l'as dit, c'était le bon moment. Ouais. Et ben, pour l'équipe, ça permet d'avoir un gars qui, soit pour soi, tu penses qu'il sera leader dans l'équipe? Pas toujours, mais je pense qu'il aura sa carte. Mais en tout cas, il devra quand même commencer par prouver. Quand on voit sa fin de saison de l'année dernière, c'est quand même pas mal de DNF. Donc il est temps pour lui de rebondir, de reprendre confiance, qu'on lui donne confiance. Et après, je pense qu'il aura sa carte, en tout cas sur des courses d'une semaine pour des étapes ou sur des plus petites courses. Par exemple, je pense à la Coppi Bartali, des courses comme ça. Il pourrait vraiment jouer sa carte. Mais pour moi, pas plus. Ouais, je suis relativement d'accord avec toi. Après, j'ai de voir ce que ça va donner. C'est un pas transfert qui m'a un peu surpris. Je t'avoue, on passerait à Dries de Potter qui arrive, qui nous vient de chez nous, qui nous vient de chez Intermarché. Ouais, Dries de Potter, c'est un coureur qui est assez jeune, 21 ans. Il a quand même fait une bonne saison, je trouve. Bon, c'est pas le top niveau World Tour, mais sur des courses de second rang, il est quand même là. C'est un coureur qui va scorer aussi un petit peu. Donc, pour moi, c'est un peu comparable avec le coureur qu'on vient d'analyser juste avant. Donc, je pense que c'est quand même un bon recrutement. Et de nouveau, un autre Belge qui arrive dans l'équipe. Oui, ben, ils ont recruté beaucoup de gars d'expérience, on l'a vu en début d'analyse des arrivées, et aussi quelques jeunes, notamment de Potter, on vient de parler, Finlay Pickering aussi, qu'on a vu cette saison, qu'on a découvert, qui n'a seulement que 22 ans. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de ce coureur qu'on a découvert, si je ne me trompe pas, sur la Vuelta cette année? Tout à fait. Donc, Finlay Pickering, pour moi, ce sera vraiment un des coureurs à suivre dans cette équipe. Au niveau des transferts, en tout cas, ce serait mon coureur à suivre. Il a vraiment un profil très intéressant, un profil grimpeur donc. Il maîtrise déjà vraiment les étapes de haute montagne. On l'a vu à la Vuelta chercher des top 10 alors qu'il était en échappée. Donc c'était vraiment chaque fois le dernier à être Ouais. pris. Et il allait avec les grands cadors, avec les cadors, aller chercher encore un résultat dans le final. Et puis aussi au Tour de Suisse notamment, il était au niveau. Donc toute la saison, il a montré qu'il était là au niveau de la montagne. Il n'y a pas 40 grimpeurs dans l'équipe. On a Ben O'Connor, mais à part ça, il y a eu des grosses pertes. Donc je pense que c'est important d'avoir un coureur, aussi un jeune, parce qu'il n'y a pas toujours eu des jeunes dans les recrutements. Et donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est recruté au bon moment, parce que comme il n'a pas encore véritablement éclos, il ne doit pas être encore trop cher. Pour une équipe de petit budget, aller miser sur une pépite qui a déjà donné des garanties, c'est vraiment un bon calcul. Ouais, est-ce que tu penses qu'il fera déjà un grand tour cette saison? Oui, mais en tant que leader unique, je ne suis pas sûr, mais tester. Le mettre par exemple avec une équipe autour de Ackermann, je ne sais pas, sur le Giro par exemple. Si on dit, voilà, le but c'est de gagner une étape avec Ackermann, mettre un Van Dramé par exemple en chasseur d'étape,
Et puis à côté, avec un autre grimpeur, Pickering, pour tenter sa chance. Et on verra aussi Almen, mais moi je le verrai plutôt encore dans des échappées cette année, essayer de gagner des étapes. D'abord avoir un résultat majeur en World Tour, une victoire d'étape par exemple, avant de viser un classement général, je pense que c'est mieux. Ok, en parlant des jeunes, on a aussi Mackenzie qui monte de chez Hagens Berman, 21 ans, qui a fait quelques petits résultats au niveau espoir, donc il passe l'étape au-dessus, il vient de l'équipe développement. Donc je trouve ça important que l'équipe mise quand même aussi sur quelques jeunes pour monter, parce que miser sur l'expérience c'est bien, mais le but c'est de quand même voir loin. Puis comme tu l'as dit, niveau budget, c'est peut-être plus intéressant d'essayer d'avoir un projet sur le long terme avec des jeunes, surtout des jeunes qui viennent de l'équipe d'Evo. Il n'y en a qu'un qui monte de l'équipe Ouais. d'Evo, donc ça on pourra en parler aussi, c'est assez peu. Mais voilà, c'est... C'est un Australien aussi, donc je pense que c'est Ouais. important de faire monter un Australien dans une équipe australienne. Voilà, il a quand même pas si mal marché chez les Espoirs. Donc c'est un calcul qui est juste de la part de l'équipe de faire monter un Australien jeune de la Devo. Mais comme tu l'as dit, c'est le seul et on commence à se poser des questions par rapport à cette équipe, à Bermans, qui était une référence si on parlait de cette équipe il y a 5 ans. Mhm. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus l'équipe développement par excellence. Elle est légèrement sur le déclin, mais ça reste quand même l'équipe d'Axel Merckx, donc on ne va pas non plus trop taper dessus. C'est quand même une équipe de référence historiquement. Oui, c'est sûr. Puis il y avait peut-être un peu moins de concurrence en termes d'équipe de développement il y a 5-6 ans qu'il y en a maintenant. Oui, c'est vrai. Avec C'est vrai. beaucoup de coureurs du World Tour, comme tu l'as dit, sont passés par Hagens Berman. Le problème, c'est que maintenant, quand tu vois les équipes qui gonflent et qui ont des équipes développement, ont des équipes féminines, et finalement, ben, il n'y a quasi plus d'équipes de clubs ou d'équipes indépendantes, en tout cas au plus haut niveau en junior. Des fois, on regarde une équipe, soit en junior ou en espoir, peu importe, mais on regarde une course espoir et en fait, si c'est du plus haut niveau, ben, on va retrouver quasiment la moitié des équipes seront des équipes du World Tour ou des équipes de plus haut niveau via une équipe développement. Donc je pense que la concurrence joue aussi énormément là-dessus. Ouais. Est-ce que tu veux me donner ton coureur à suivre ou tu as encore des transferts à Non, bah, on citer? a parlé presque de tout le monde. Il y a juste Mauro Schmitz qui est mon coureur à suivre. Voilà, je voulais le dire parce que c'est pas très original, c'est vrai. Il n'a pas fait, en tout cas, on a l'impression qu'il n'a pas fait une saison extraordinaire. Mais je trouve qu'au finalement, il était quand même présent. Et c'est un garçon à 26 ans qui est dans une équipe, je pense, qui lui convient. En tout cas, j'ai l'impression qu'il se sent Ouais. bien dans cette équipe. Et puis surtout, ça correspond un peu à son style. Mauro Schmidt, c'est un gars qui va aller gagner une course en solitaire de rouleur où il y a eu un peu de dénivelé, qui va aller gagner au sprint à 3-4, une étape difficile, qui peut gagner, j'ai l'impression, sur beaucoup de différentes épreuves avec différents profils. Et je trouve que cette saison ne reflète pas vraiment sa qualité parce qu'il est un peu difficile à scorer. Mais finalement, quand on analyse, il fait deuxième d'une étape du Tour, il fait 3-4 échappées, il est double champion national, il est présent quasiment toute l'année uniquement au World Tour. Donc ça, c'est un point important à dire aussi. Il fait quand même 72 jours de course. Il gagne à la Cadel Evans en Ouais. début de saison. Donc même si c'est une course de début de saison, gagner quand même une course World Tour, c'est pas négligeable non plus. Donc voilà, j'aimerais bien le voir, en tout cas en 2026, plus scorer. Parce que c'est très bien de faire des résultats comme il fait. Et je pense qu'il doit se sentir fort. Mais psychologiquement, scorer, aller même des fois sur des un peu plus petites courses pour revenir et faire un programme un petit peu alternatif. C'est un gars qui a le niveau World Tour, il doit évidemment courir en World Tour. Ce que je dis, c'est pas de le mettre sur des plus petites courses, mais c'est que courir tout le temps au World Tour quand on sait comment ça roule, bah, ça peut peut-être des fois donner psychologiquement, aller peut-être gagner un Trobreléon, j'invente, ou aller gagner une autre course qui te permet de trouver de la confiance et de revenir et d'alterner un petit peu ce programme-là. Après, je me réjouis de le voir l'année prochaine. Je pense qu'il serait bien, genre sur un Giro, et je le verrais bien gagner une étape sur le Giro. Allez, petite Ok. prédiction. Une prédiction. Très bien, mais moi je trouve aussi qu'il a fait une très bonne saison en fait. Et si on se dit, ok, il n'a pas gagné une étape sur un grand tour, mais finalement ça tient qu'à un boyau. C'était au sprint contre Ouais. Abrahamson, on se souvient de ce sprint à deux, et donc c'est un coureur qu'on peut comparer un peu à Abrahamson aussi, hein, finalement, dans le chasseur d'étapes jusqu'au boutisme. Et c'est vraiment un coureur très intéressant, champion de Suisse, donc c'est forcément un beau maillot Ouais, devant aussi. des Marc Hirschi et tout ça, hein. Maintenant, la Suisse, il y a quand même du niveau extraordinaire. Donc,
c'est pas négligeable. Souvent, on a l'impression, quand on regarde les résultats de coureurs, d'un petit peu négliger, oui, les championnats nationaux, Oui. mais déjà, une victoire, c'est une victoire. Et puis, quel niveau en Suisse? Donc, Ouais, faut la compter comme une vraie victoire. tout à fait. Je te propose de me donner mon coureur à suivre. Dis-moi ça. Alors moi, mon coureur à suivre, c'est donc Paul Double. Paul Double qu'on a découvert véritablement cette année sur des épreuves de second rang, mais aussi une épreuve World Tour de fin de saison. C'était au Xiangxi, donc en Chine. Il a gagné le classement général et l'étape Rennes. Donc c'est un très bon grimpeur. Il a également gagné le général juste avant en Slovaquie, en remportant également l'étape Rennes. Et en début de saison, il gagne une étape à la Coppi Bartali. Donc ça fait au final 5 victoires sur la saison. Pour une équipe qui score très peu, comme l'équipe Jayco, qui score très peu, je suis un peu trop méchant peut-être, mais c'est intéressant d'avoir un coureur comme Paul Double quand même. Et je trouve qu'il est à suivre parce qu'il peut encore viser plus haut. Et il sait se débrouiller tout seul, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir un profil comme ça. 5 victoires, je le vois bien continuer avec un chiffre similaire l'année prochaine, mais sur des épreuves supérieures. Et pourquoi pas une étape sur un grand tour. Ouais, c'est vrai que dans un cyclisme où on passe de plus en plus tôt professionnel, où à 19 ans on est en World Tour, à 20 ans, Paul Lobel il est passé sur le tard, en fait, Ouais. vraiment au plus haut niveau. Il est en World Tour depuis cette année, il était chez Human Poet Health juste avant, et il a 29 ans. En fait, Ouais. moi, j'ai pas l'impression, c'est un coureur que je connais très peu, que je t'avoue, j'ai découvert Paul Dobel cette saison. Donc je me dis, qui est ce jeune coureur? Ce jeune coureur, il a 29 ans Ouais, déjà, ouais. et il arrive un peu dans la fleur de l'âge, un peu comme le Canadien dont j'ai oublié le nom, Michael Woods. Michael Woods, qui est aussi lui passé Sur le tard, ouais. professionnel sur le tard. Finalement, ça marche pas mal, hein. Première année en World Tour, il fait une très belle saison. Il est en fin de contrat en fin 2026 chez Jayco. Donc je pense que vu la fin de saison qu'il a fait, faut pas non plus se sentir pousser des ailes, mais je pense que l'équipe doit lui faire confiance, doit vraiment travailler son programme parce que il a vraiment un talent, et je pense que en quelques semaines, fin de saison, il s'est quand même déjà fait un petit nom au plus haut niveau. Donc je pense qu'on devra compter avec lui l'année prochaine. Et justement, pour l'année prochaine, où est-ce que tu places cette équipe? Où est-ce que Bidon Collé place cette équipe au niveau du classement? Et quelles sont les attentes qu'on peut avoir pour 2026? Oui, donc du coup, où on place cette équipe? Je pense que l'équipe de vidéo collée, on a fait, comme vous le voyez dans chaque vidéo, un petit classement où on essaie de classer, nous, toutes les équipes, une petite prédiction du classement UCI. Et nous, on les place 15e, donc une place de moins, enfin une place de plus que cette saison en 2025. Alors c'est très compliqué, évidemment, de prédire ça à l'avance. Moi, j'aimerais bien voir un Kerman qui score, parce que ça sauverait quand même grandement l'équipe d'avoir un sprinter qui peut rapporter des victoires et donc des points, et surtout voir l'équipe à l'avant, voir le maillot à l'avant, avec les jeunes dont on va te parler, voir un Paul Double qui gagne, voir un Dries de Bont à l'avant, et voir un Ben O'Connor qui essaye de se désintéresser du tour et qui va sur un Giro, qui va sur une Vuelta. Voilà, ça c'est mon souhait pour la saison 2026 pour l'équipe Jayco. Donc si tu le laisses 15e, ça veut dire qu'ils vont faire au moins aussi bien que cette année. Tu ne les vois pas faire moins bien malgré les transferts sortants? Euh, Franchement, c'est difficile à dire à l'avance. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres équipes, quand on a fait le classement, qui ont perdu des coureurs, etc. Et donc, on a vu, en fait, on les a mis 15e, c'est vrai, une place de plus. C'est vrai qu'il y a aussi Intermarché et Lotto qui font une fusion, donc ça enlève, entre guillemets, une équipe par rapport à l'année passée. Donc, finalement, on les met quasiment à la même place Ouais. si on calcule bien. Donc, voilà, je pense qu'ils devraient faire mieux. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais je pense qu'ils feront pas moins bien. Ok. En termes de victoire, en tout cas. Moi, je pense qu'ils feront quand même un peu moins bien. Je suis assez pessimiste, mais avec tous les transferts sortants, ok, il y a des bons transferts entrants, mais pour moi, ça suffira pas de niveau points pour remplacer des Dunbar, des Harper, des Groenewegen. Ouais. Ça va être compliqué. Mais bon, je les vois pas non plus passer en deuxième division. Je pense Mhm. que ça suffira quand même pour rester en World Tour, pour répondre à une question de départ. Ouais, du coup, on va peut-être conclure par une grosse question. On y a déjà un petit peu répondu. Ouais. Mais comment, selon toi, il faudrait faire pour se maintenir en World Tour, en fait, pour cette équipe? Quelle est la solution pour se maintenir en World Tour? Je pense que l'équipe Jayco Alula doit déjà retrouver son ADN, qui est une équipe australienne avec une bonne ambiance,
qui se prend pas trop au sérieux. Aujourd'hui, à la base, c'était un peu comparable à Unibet, en fait, cette C'est équipe. vrai. Et donc, il faut retrouver cet ADN de plaisir, de dynamique positive, et que se dire, OK, on est des outsiders, on n'a pas le plus gros budget, mais on veut briller, on en veut. Et avec des coureurs australiens, c'est aussi l'ADN, Michael Matthews, Ben O'Connor, il faut pouvoir se dire, on a les capacités, on a quand même les coureurs pour briller, et pas se mettre trop de pression, mais retrouver peut-être un peu plus d'ambition aussi au sein des coureurs. Ouais, si tu devais placer l'équipe, je sais pas que c'est hyper compliqué ce que je te demande, mais placer l'équipe dans une catégorie, c'est plus une équipe de grand tour, c'est plus une équipe de classique, c'est plus une équipe de course d'un jour. En fait, quand je regarde l'équipe, j'ai l'impression, je sais pas trop où la placer, même si Ouais. les équipes sont pas là pour être placées, mais si je te demande UAE, tu vas me dire les grands tours, même s'ils Ouais. gagnent pas. Si je te dis Quick Step, tu vas me dire les classiques. Tu la places où l'équipe, Jay, quoi? Alors, je vais dire grand tour, mais en chasseur d'étape. Pour Ok, moi, baroudeur, une équipe de une baroudeur. équipe de baroudeurs, une équipe on tente, on essaye, et c'est comme ça que ça paye finalement quand on voit les courses qu'ils ont gagnées cette année. Quand on pense à Chris Harper, je reviens dessus, mais Mhm. l'étape quand même à Sestriere qui gagne, c'est assez Ouais. fantastique. Et pour moi, c'est ça l'ADN de l'équipe, c'est ça auquel ils doivent revenir. Quand on regarde le moment le plus fort de l'année de O'Connor, c'est pas sur un général, c'est sur une étape au C'est sommet sûr. du col à la Luz, qui était l'étape reine du Tour de France. Donc je pense qu'il faut se concentrer là-dessus. Et si on n'est pas capable de faire un général, c'est pas grave, mais il faut scorer plus régulièrement et sur les étapes. Ouais, Et bah, toi? je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment, comme tu l'as dit, une équipe de baroudeurs. C'est vrai que l'équipe nous habituait, même en communication, à avoir cet aspect un peu Peter Saganesque, j'ai envie de Ouais. dire, un peu spectacle, un peu wheeling, un peu équipe qui se prend pas trop la tête et tout. Et c'est vrai que la réalité du cyclisme a peut-être un peu modifié les codes. Maintenant, il faut se battre pour avoir des points. Maintenant, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais je pense que tu as raison, l'équipe doit vraiment essayer de garder, et voire même plus que de garder, d'essayer d'entretenir cet ADN avec ses coureurs et de faire tout le monde autour d'un projet commun et que l'équipe soit avant tout comment dire, soit avant tout avec son propre ADN, comme elle l'a toujours été en fait. Sinon, pour la saison 2026, j'espère que leur maillot sera aussi beau qu'en 2025, parce que ça, on ne peut pas leur enlever. En tout cas, pour moi, c'était mon préféré. Ouais. Avec une première, je pense, de l'histoire du cyclisme, un cuissard gris. J'avais jamais vu ça, mais je pense que ça sublime encore plus ce maillot que j'aurais trouvé moins beau sans ce cuissard gris. Donc, magnifique. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce maillot, surtout ce que vous avez pensé de la saison 2025 et où vous les placeriez, vous, en 2026. Moi, en tout cas, Oscar, j'étais très content de faire cette vidéo avec Ouais, toi. plaisir partagé. D'une équipe que j'apprécie beaucoup. Vous, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire. Ça aide énormément la chaîne et les previews, ça continue. Donc, restez connectés. Ciao, ciao. Ciao.